Bonjour. On est ravis donc de vous retrouver autour de ce nouveau webinaire qui concerne à la fois l'actualité de la facturation électronique et puis donc les cas d'usage. On va aborder notamment le cas d'usage des notes de frais et puis on va vous parler également de solutions compatibles. Donc autour de la table, Laura Coppola, donc qui est expert comptable associé, Delphine Castella, notre directrice générale déléguée Sémaphore Expertise et puis notre chef de file sur le groupe RFE côté secteur public. Et puis donc moi-même, Muriel Flotte, je suis également expert comptable et donc je fais partie du groupe Réforme de la facturation électronique au même titre que Laura et Delphine. Et donc on a Pauline qui devait donc du coup nous assister aujourd'hui pour présenter à nos côtés, du coup qui est absente. Donc, ce qu'on vous propose de faire, c'est de dérouler ce webinaire. Évidemment, donc, si vous avez des questions au cours de la présentation, n'hésitez pas à nous les poser. Soit on vous répondra en direct, soit on fera comme on avait pu le faire précédemment. On vous répondra par l'intermédiaire d'une FAQ en même temps que la diffusion du support. Alors, voici donc le programme de ce webinaire d'1 h 30. Donc, tout d'abord, les grandes étapes à mettre en œuvre. On reviendra du coup sur le planning de la RFE et puis les grandes étapes à respecter. Ensuite, le décryptage des cas d'usage, notamment la gestion des notes de frais, cas d'usage qu'on n'avait pas encore pu vous présenter précédemment, et puis les actes notariés, puisque vous êtes nombreux à nous poser des questions sur ce cas d'usage particulier. Et puis enfin, on fera un petit point sur les différents canaux Chorus dans les autres précisions et puis un focus avec Laura sur les solutions compatibles. Voilà, donc on vous propose d'attaquer tout de suite avec les grandes étapes à mettre en œuvre dans le cadre de cette réforme. On commence tout d'abord par le schéma qu'on a l'habitude de vous présenter, mais il nous semble essentiel de revenir dessus et notamment sur les obligations en termes de planning si vous êtes en statut public ou en statut privé. Donc on vous rappelle, et on en avait déjà parlé, qu'il existe un annuaire de la facturation électronique dans lequel vous pouvez aller consulter votre statut. Donc vous relevez soit du statut public, donc si vous êtes identifié comme structure publique dans l'annuaire, soit si vous êtes identifié en tant que privé ou unité légale, vous relevez du statut privé. Alors attention, puisque ça importe des conséquences à la fois concernant le planning d'émission et puis également sur des conséquences sur la PA dont vous devrez vous doter. Donc petit rappel, si vous êtes en statut public ou en statut privé d'ailleurs, peu importe, dans ces cas-là, vous serez obligé de recevoir les factures sous format électronique à partir du 1er septembre de cette année, donc 2026. Si vous êtes en statut public, obligation d'émission au 1er septembre 2026. Si vous êtes en statut privé, par contre, on a un décalage d'1 an. Et là, ça dépendra de la taille de votre entreprise. Si vous êtes identifié en tant que TPE, PME, obligation d'émission au 1er septembre 2027, donc 1 an de plus. Si vous êtes par contre dans la catégorie des ETI ou des grandes entreprises, obligation d'émission au 1er septembre 2026. En termes de choix de plateforme agréée, si vous êtes sous statut public, donc ce sera Chorus Pro à titre exclusif. On l'avait déjà rappelé lors des précédents webinaires, mais on enfonce un peu le clou aujourd'hui. Si vous êtes par contre sous statut privé, choix d'une plateforme agréée. Vous ne pourrez pas par contre choisir Chorus Pro, hein, qui est vraiment dédié au secteur public. Donc choix d'une plateforme agréée privée. Alors, on a pas mal de questions qui nous remontent hein, concernant le statut public, le statut privé. Certains d'entre vous nous disent, bon, je suis EPL, mais pour autant, je serai plutôt en statut privé. Je suis identifié comme en statut privé sous l'annuaire. Je ne relève pas du statut public. Donc, nous, on avait écrit à l'AIFE déjà il y a quelques temps pour vérifier si les EPL étaient concernés par le statut public ou le statut privé. Donc, ce que nous avait répondu l'AIFE, c'est que, et c'est en bas à droite, les entreprises publiques locales sont assimilées à des entités publiques dès lors qu'elles sont soumises au code de la commande publique. On a reposé des questions récemment pour bien vérifier ce point-là. Mais pour nous, pour toutes les sociétés soumises au code de la commande publique, vous relevez en principe du statut public, donc avec une obligation d'émission au 1er septembre 2026, et puis le choix donc, de Chorus Pro en tant que plateforme agréée. Alors, que faire si vous détectez une anomalie dans l'annuaire? Donc, les anomalies elles peuvent être de plusieurs sortes. Donc, les situations déjà qui peuvent être rencontrées sont les suivantes. Donc, j'ai une société qui est assujettie à la TVA, puisque la RFE concerne les sociétés assujetties à la TVA, et pour autant, ma société, elle est absente de l'annuaire. Ou alors, cas inverse, ma société est non assujettie à la TVA et figure dans l'annuaire. Donc, je pense notamment aux holdings passives qui sont clairement hors du champ d'application de la réforme de la facturation électronique.
Donc là, la préconisation, c'est d'utiliser votre messagerie sécurisée et écrire un mail à votre SIE de façon à ce qu'ils mettent à jour le statut, hein. Donc, en leur disant que si vous êtes assujetti, vous devriez figurer dans l'annuaire, et si vous êtes non assujetti, vous ne devriez pas être dans l'annuaire. Si vous avez besoin de conseils, qu'on vous aide à contacter les SIE, que le SIE ne réponde pas, vous pouvez vous rapprocher évidemment de vos responsables de mission côté sémaphore pour vous accompagner dans cette démarche. Et on vous précise également que la DGFiP a mis à disposition en fait un numéro de téléphone, une hotline avec des agents formés qui ne s'occupent que de RFE et qui pourront du coup vous orienter si vous rencontrez ces situations-là. Deuxième cas que vous êtes nombreux à rencontrer, et qui fait écho par rapport à ce qu'on vient de vous rappeler. Certaines EPL relèvent du code de la commande publique et sont pour autant identifiées comme unités légales, c'est-à-dire en statut privé dans l'annuaire de la facturation électronique. Donc, tout l'enjeu, en fait, c'est de se clarifier le mode opératoire. Si vous avez notamment des mandats et si vous relevez bien du code de la commande publique, normalement, vous devriez être sous statut public. L'objectif, c'est de se mettre en conformité à partir du 1er septembre 2026. Donc là, il y a plusieurs pistes à explorer. Tout d'abord, si vous êtes déjà identifié en statut public et que vous êtes sur Chorus Pro, pour nous, il y a peu de doute sur le fait que vous releviez du coup, en fait, que vous soyez vraiment sous statut public et que vous ayez une obligation d'émission et de réception à partir du 1er septembre 2026. Si vous avez ensuite un doute sur votre statut, que vous devriez relever du statut public alors que vous êtes sous statut privé, soit vous êtes en capacité de faire la bascule d'ici le 1er septembre 2026, et donc là, vous pouvez en fait ouvrir un compte sur Chorus Pro d'une part, et puis faire une demande de modification pour basculer de structure privée à structure publique. Donc on vous a mis du coup la démarche en annexe 1. Soit deuxième possibilité, vous êtes sous statut privé, vous considérez que votre statut privé est justifié. Donc à ce moment-là, vous devrez de toute façon, comme toutes les entreprises, désigner une plateforme agréée dès le 1er septembre 2026. Nous, ce qu'on vous recommande en complément, si vous relevez du code de la commande publique, et notamment si vous avez des mandats, c'est d'accélérer peut-être un peu les démarches de façon à être en capacité d'émettre sous format électronique sans forcément attendre la dernière minute, donc et le 1er septembre 2027. C'est-à-dire essayer quand même de vous mettre en conformité, on va dire, d'ici la fin de l'année 2026 pour être en capacité d'émettre quand même assez rapidement. Dans tous les cas, ce qu'on vous conseille, c'est de vous rapprocher de vos éditeurs métiers, donc notamment Progisam, GESprojet, Homer, pour vérifier leur capacité à se brancher sur Chorus Pro, hein, vérifier s'ils peuvent dialoguer directement entre eux. Et puis, n'hésitez pas également, si vous avez des doutes, à nous contacter pour qu'on échange sur vos situations un petit peu particulières et qu'on essaie de définir en fait une stratégie de bascule en statut public ou de maintien en statut privé. Il s'agira néanmoins en fait d'une décision de gestion qui est propre à chaque entité. Alors peut-être pour compléter, Muriel, donc je sais qu'une partie d'entre vous de la sphère des EPL avait eu l'occasion de mobiliser récemment la Fédération des EPL aussi sur le sujet. Moi, j'ai rencontré deux responsables, l'une de l'activité tourisme et l'autre de l'activité immobilière, pour savoir voilà, si une action était entreprise ou à entreprendre côté Fédération des EPL. Avec d'autres cabinets de conseil qui œuvrent auprès des EPL, on est plutôt aligné sur le sujet. Hein, donc ça conforte exactement ce que dit Muriel. Et comme vous l'avez dit, toi et Laura, on a reposé des questions extrêmement précises à la IFE pour vous apporter des réponses tout aussi précises. Parce que j'ai quand même, et effectivement, sur ces 18 mois précédents, on a eu à naviguer avec des textes pour lesquels les modes opératoires n'étaient pas extrêmement précis, et on sait très bien que certains développements sont encore en cours au niveau de l'administration centrale et ne seront mis à disposition des différentes structures qu'au cours de l'été, c'est-à-dire 31 juillet au plus tôt. Dans cet intervalle, voilà, vous avez commencé à poser des questions. N'hésitez pas voilà, à revenir vers nous sur le sujet, sachant qu'en ce qui nous concerne,
Par analogie, on a eu l'occasion d'avoir des échanges avec les établissements publics fonciers locaux qui, par leur statut juridique, sont nécessairement sous statut public dans l'annuaire. Pour autant, le sujet de l'émission de la facturation n'avait pas toujours été anticipé selon toutes leurs activités et ils se mettent en ordre de marche pour identifier un mode d'émission de facture qui sera compatible avec Chorus. Voilà, on y reviendra tout à l'heure hein, et surtout en conclusion, mais pas de panique. L'idée, c'est surtout, être identifié dans l'annuaire public, privé, qu'importe. Deux, dans le même temps, avoir une solution qui est déclarée, sachant que cette solution ne vous lie pas pour la vie et vous permettra pas à pas, comme l'indiquait Muriel, de poursuivre vos analyses juridiques s'il en est par rapport à ces sujets de commande publique. Voilà, donc on a des retours d'expérience hein, de 6 mois pour modifier le statut. Certains de nos clients ont mis une semaine, il y a peu de temps, pour modifier leur statut. C'est très aléatoire. On vous l'a déjà dit lors de précédents séminaires, c'est quand même souvent lié à la maturité aussi de vos interlocuteurs en région. Donc, on essaiera de voir pour ceux pour lesquels la décision de changement de statut tarde un peu, voir comment relayer ces difficultés au plus haut niveau, c'est-à-dire à nos interlocuteurs à la IFE. Hein, donc, peut-être pas dans le fil de discussion, mais de mail, par mail séparé, nous envoyer exactement votre situation. Alors, vous l'avez constaté, pour ceux qui ont des grappes de société, au sein d'une même grappe, vous pouvez avoir des statuts qui sont très variés. Ce qu'on retrouve généralement, alors là, c'est vraiment des généralités. Les SAM et SPL sont plutôt en structure publique. Pour les OFL, c'est les SAS patrimoniales, on peut avoir de la structure publique ou de la structure privée. Et généralement, ce qu'on retrouve, c'est les SCI, les SCCV, les GE, GIE, groupements de moyens, qui sont plutôt en structure publique. Alors, certains d'entre vous ont réussi à faire basculer l'intégralité des entités de la grappe en structure publique. Ce n'est pas le cas pour tout le monde et ça dépend vraiment de l'analyse au cas par cas qui sont menées par les directions départementales des finances publiques. Ce qui est important, néanmoins, c'est de faire un état des lieux de votre situation pour analyser vraiment si les entités sont sous statut public ou statut privé. Et puis, même si vous avez des statuts différents, l'objectif reste quand même d'essayer d'homogénéiser les outils et notamment les solutions compatibles dont vous serez équipé. Vous aurez forcément des plateformes agréées différentes, hein, puisque statut public Chorus Pro, statut privé une plateforme agréée. Néanmoins, il faut, afin d'éviter une forme de schizophrénie et afin de simplifier quand même les travaux des équipes comptables, il faut quand même essayer de garder cet objectif d'avoir des outils homogènes, qu'on soit sous statut public ou sous statut privé, et voir comment ces outils, ces solutions compatibles, dialoguent avec vos plateformes agréées publiques ou privées. Donc, on en parlera avec Laura en fin de présentation, notamment sur les solutions compatibles. Alors, par rapport aux grandes étapes à mettre en œuvre et les différentes démarches, on s'est rendu compte plus on avance que certaines d'entre elles sont nécessairement itératives et je vais vous expliquer pourquoi. C'est pour ça qu'une partie d'entre vous qui avaient souhaité un accompagnement particulier du cabinet Sémaphore n'ont pas encore été servis jusqu'au bout concernant la phase 2 des référentiels clients et fournisseurs, parce que là aussi, on attend des précisions des éditeurs et Laura va vous donner des détails sur le sujet. En d'autres termes, l'état des lieux des obligations en termes de facture électronique. Maintenant, vous avez bien compris la démarche, l'arbre de décision. Pour ceux d'entre vous qui n'avaient pas pu assister aux autres webinaires, on vous renverra la documentation produite et les guides qu'on a souhaité formaliser de façon pratico-pratique pour vous conduire pas à pas sur la façon dont vous allez qualifier vos obligations en matière de facture électronique. Ça, on va dire que c'est un peu derrière vous. Le point 2, c'est celui-là qui est itératif, puisqu'on vous avait recommandé de mettre à jour les référentiels clients et les fournisseurs. Et vous verrez par les développements que va prendre pour lesquels Laura interviendra, qu'on va surtout vous proposer de le faire en 2 temps. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Mais dès maintenant, il faut nettoyer vos bases tiers,
vérifier que vous avez au moins les sirènes qui sont enregistrées et vérifier que les tiers sont lettrés, puisqu'effectivement, ça, c'est une phase qui est indispensable et qui s'applique à toutes les entreprises. Si vous lisez la documentation, même dans la presse générale, sur les entreprises du secteur privé, c'est bien ce qui est recommandé de faire dès à présent avant de brancher les tuyaux au niveau des flux de factures électroniques. Cartographier votre système d'information, mais il est encore temps de le faire, bien évidemment, puisque vous verrez qu'un des éléments essentiels de la réforme, c'est aussi de pouvoir vous permettre d'optimiser vos flux, d'éviter des ressaisies, de vous appuyer sur ces nouvelles technologies pour interfacer du plus possible et quand cela est possible, les différents flux pour éviter des ruptures de chaîne dans l'automatisation. Comment faire? Donc, cartographie, ce sont vos outils. Ensuite, les outils que vous utilisez, les outils que vous envisagez aussi de renouveler, c'est aussi l'occasion de se réinterroger sur vos outils. Et pour cela, cartographier vos flux, c'est tout en lien en fonction de activité assujettie, non assujettie, client assujetti, non assujetti, public, privé. Quelles sont mes factures émises? Quels sont les fournisseurs avec lesquels je travaille? Comment est-ce que tout ceci est structuré? Ce seront autant de réponses, enfin, d'informations qui vous aideront à identifier, pour le point 3, le mode opératoire pour fiabiliser vos processus, avec notamment les codes services que vous seriez amené à dupliquer dans l'annuaire de la facture électronique. Et qui nécessitera effectivement une boucle d'information à nouveau avec vos prestataires pour leur indiquer vers quelle adresse dans l'annuaire de la facture électronique ils doivent vous adresser leur facture. Et bien évidemment, du coup, le quatrième trimestre, parce que le premier semestre est dorénavant bien avancé, c'est effectivement finaliser le choix de la plateforme et ou de la solution compatible. Vous avez bien compris, je crois qu'on n'y revient pas dans le support. La solution compatible, si, on y revient. Voilà. C'est ce qui va vous permettre d'émettre les factures et de pouvoir faire en sorte qu'elles soient transmises au format de la réforme de la facture électronique. Et comme c'est un sujet qui nous tient à cœur chez Sémaphore et vous au sein de vos organisations, c'est effectivement vous assurer que le plan d'action du temps 1, il est bien calé, pouvoir communiquer en interne au sein de vos équipes et vos partenaires, comme nous le sommes aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, nous n'avons réuni que nos clients Sémaphore, et accompagner le changement au sein de vos équipes finances, mais pas que, puisque toute la chaîne de l'entreprise est concernée par cette réforme. Donc, si on rentre un petit peu dans le détail, notamment dans la mise à jour des tiers, donc on commence avec notre base client, puisque effectivement, pourquoi cette mise à jour est importante? Vous voyez en bas, vous avez repris une petite illustration de la facture. En fait, cette facture, quand elle va partir de votre plateforme agréée, elle va atterrir dans la plateforme de réception de votre client. Et avant même que votre client accepte ou rejette cette facture, il y aura un pré-contrôle qui sera déjà établi par les plateformes agréées pour vérifier la conformité de la facture. Donc, en gros, si vous avez des champs qui sont manquants ou qui sont erronés, automatiquement, la plateforme va rejeter de façon systématique la facture, ce qui va générer en fait du temps perdu pour devoir régénérer de nouvelles factures avec les bons champs. Ça va également permettre de sécuriser votre processus financier en vue de la piste d'audit fiable. Donc, comment vous préparer sur cette mise à jour du référentiel de la base client? Donc, on vous avait déjà repréconisé lors du dernier webinaire donc, de nettoyer les tiers et d'analyser en fait pour ne conserver les tiers actifs plus depuis au moins 2 ans, puisque après au-delà, on suppose que vous n'avez plus de lien avec ces clients-là. Donc, de concentrer vos forces sur vos clients, on va dire, récurrents. De compléter tous les tiers avec les informations minimum, c'est-à-dire le sirène et les adresses. Donc, à ce sujet, par exemple, si vous avez suivi le club utilisateur de Progisem, ils ont indiqué donc, la semaine, il y a 15 jours maintenant, ou une dizaine de jours, qu'il y avait une checklist qui allait être mise à disposition donc, pour savoir les fiches et les éléments à compléter dans chaque fiche tiers. Donc voilà, les éditeurs commencent à communiquer pour pouvoir renseigner les champs nécessaires pour que tout marche bien et être prêt au 1er septembre 2026.
Lettrez vos comptes de tiers, c'est ce qu'a rappelé Delphine, puisque c'est un prérequis indispensable pour le e-reporting de paiement, qui est le deuxième volet de la réforme de la facture électronique. Hein. On a la fameuse facture électronique avec le e-invoicing, mais il ne faut pas oublier tout ce qui est e-reporting, auquel vous allez être soumis. On vous préconisait également donc, de vous rapprocher de vos éditeurs de solutions, donc pour savoir d'une part, quand c'est des solutions de facturation, s'ils ont bien prévu les développements nécessaires. Donc d'une part, pour transmettre selon l'un des 3 formats qui est exigé par la réforme. Hein. Donc le plus commun, c'est plutôt FactureX, mais on a aussi 2 autres formats qui sont disponibles. De vérifier que les nouvelles mentions obligatoires qui sont prévues par la réforme sont bien prévues aussi par vos éditeurs, hein, puisqu'on vous rappelle que dans les nouvelles mentions obligatoires, donc au-delà du sirène fournisseur, on doit également maintenant inscrire le sirène du client avec son code service ou son adresse de routage, la nature de l'opération, est-ce que c'est une prestation de service ou une livraison de biens, ou est-ce que c'est mixte, l'option pour le paiement de la TVA d'après les débits et l'adresse de livraison si elle diffère de celle du client. Donc, vérifiez que les éditeurs ont bien prévu ces 4 champs supplémentaires dans leur outil permettant de générer des factures. Et également de voir avec eux, puisqu'on va le voir après, comment ils ont prévu dans leur base tiers, dans ce qu'ils vous mettent à disposition, comment ils ont prévu de traiter le cas où vos clients auraient plusieurs adresses dans l'annuaire avec des suffixes ou des codes routage ou des codes service. Donc, pour mettre à jour votre base client, ce qu'on vous propose et ce qu'on pense qui est le plus adapté, c'est de communiquer tout simplement avec eux en leur demandant en fait les informations nécessaires pour pouvoir mettre à jour votre base, ce qui permettra un bon adressage de vos factures lorsque vous allez les émettre de votre PA vers leur PA. Et pour cela, on vous proposera un modèle de courrier à leur adresser pour recenser en fait toutes les informations donc, nécessaires. Donc, on a parlé des sirènes et des adresses, mais également, on pourra aussi les questionner pour savoir s'ils sont assujettis ou non assujettis. Alors, vous êtes nombreux à nous poser la question. Et là, on vise essentiellement ceux d'entre vous qui devront émettre des factures sous format électronique à partir du 1er septembre 2026. Comment fait-on si le client qu'on facture n'a pas désigné de plateforme électronique, donc de plateforme agréée? Donc là, la documentation dit que l'EPL, donc qui doit émettre à partir du 1er septembre 2026, va quand même émettre sa facture au format électronique en utilisant du coup le sirène de son client comme adresse de réception. Et puis, donc, vous transmettrez votre facture par l'intermédiaire de votre plateforme d'émission, donc Chorus Pro. Donc, l'APA d'émission, elle enverra un flux de cycle de vie avec le statut déposé et on va avoir un code motif qui va remonter et qui s'appellera un code non transmis. Ça vous permettra en tant qu'entité publique de justifier que vous avez bien respecté vos obligations et émis vos factures au format électronique. Ce cycle de vie déposé et non transmis va également remonter au PPF, donc le concentrateur de données. En parallèle, puisque la facture ne sera pas arrivée à destination, il faut bien par contre que vous encaissiez à un moment donné le chiffre d'affaires que vous facturez. Vous allez donc produire un duplicata de cette facture au format électronique que vous allez transmettre selon le canal historique, donc par mail, par courrier, enfin tous les canaux que vous aviez l'habitude d'utiliser, à votre client afin d'obtenir le règlement de la facture. Donc cas numéro 1. Cas numéro 2 qui va immanquablement se présenter, vous envoyez un courrier du coup à vos clients pour essayer de récupérer du coup les factures sur lesquelles vous devez envoyer les factures. Votre client ne répond pas et quand vous consultez l'annuaire, vous vous retrouvez avec X adresses de réception. C'est le cas notamment de vos EPL parce que vous êtes nombreux à avoir créé du coup une adresse par opération. Vos clients, ça sera peut-être également le cas, donc vous ne savez pas sur quelle adresse envoyer la facture. Donc là, on vous rappelle déjà les possibilités. On n'avait pas eu l'occasion de revenir dessus précédemment. Donc, on vous rappelle les possibilités qui sont reprises du coup dans le guide des spécifications de Chorus qui a été mis à jour en avril dernier. Donc, vous pouvez du coup en adresse de réception avoir choisi uniquement le sirène de votre entreprise. Donc, c'est le cas le plus courant. Vous pouvez également avoir choisi le code sirène suivi du SIRET. Troisième cas, si vous avez des activités différentes, avoir choisi le sirène, SIRET et puis un code de routage derrière.
Et puis enfin, dernier cas, avoir choisi du coup un sirène suivi d'un suffixe. Donc ça, c'est plutôt dans le cas où vous auriez à gérer des cas d'usage particuliers impliquant des tiers. Donc ce que dit le guide des spécifications Chorus Pro, c'est de, en priorité, s'il existe du coup chez votre client un sirène suivi du SIRET, c'est de privilégier du coup cette adresse pour envoyer les factures. Puis, si votre client n'a pas créé d'adresse sirène SIRET, à ce moment-là, utilisez au choix, donc soit le sirène, soit la première adresse par ordre alphanumérique sirène SIRET code routage, soit la première adresse par ordre alphanumérique sirène suffixe. Ça veut dire que la facture, elle arrivera bien chez votre client, qui aura probablement à reclasser, en fait, une fois qu'il aura récupéré la facture, reclasser cette facture pour qu'elle soit déversée au bon endroit dans son logiciel comptable, mais vous êtes sûr que votre facture, elle arrivera bien du coup à destination. Et donc, une fois qu'on a vu tout le pan de la base client pour l'émission des factures, donc on revient sur la mise à jour de la base fournisseur. Donc, pourquoi cette mise à jour est importante? On est dans le sens inverse par rapport à vos clients et à l'émission. Donc, mais c'est toujours quand même pour éviter ce rejet automatique de factures si des mentions n'étaient pas conformes. C'est, comme vient de le rappeler Muriel, c'est de pouvoir réceptionner et router les factures dans les bons outils et sur les bonnes opérations en fonction des adresses des différentes adresses que vous pouvez avoir. Et c'est aussi parce que dans vos outils de gestion, bien souvent, vous utilisez déjà les coordonnées en fait, de vos fournisseurs dès l'émission du bon de commande. Donc là encore, comment s'y préparer? Donc même principe de nettoyer tous les tiers non actifs depuis au moins 2 ans. Communiquer là encore à vos fournisseurs, donc leur adresser un courrier qui leur indiquera en fait qu'à partir d'une certaine date, vous ne traiterez plus les factures papier et les fameuses factures PDF qui arrivent par mail pour être en conformité avec la réforme. Dans ce courrier, vous allez pouvoir leur adresser vos principales coordonnées, donc sirène, SIRET, adresse postale, et là où les adresses de facture électronique que vous aurez définies. Et ce qu'on disait tout à l'heure, et ce qu'a rappelé Delphine, c'est qu'on va sûrement faire ce courrier en 2 temps, ce qui sera sûrement plus pratique si jamais vous n'avez pas encore arrêté et défini de façon définitive vos adresses de facturation électronique, puisque dans ce cas, on vous préconise d'adresser dans un premier temps un courrier généraliste avec déjà au moins sirène, SIRET, adresse postale, et dans un second temps, de leur adresser un courrier avec les différentes adresses de facturation électronique qui auront été définies. Ça permettra aussi de mettre à jour dans votre base fournisseur les éléments liés à la nouvelle norme ISO 20022 pour le format des paiements CEPA envers certains tiers qui nécessitent d'avoir des adresses structurées. Peut-être en précision, c'est vrai que là, vous avez vu, il va y avoir un changement quand même qui va s'étaler sur près d'1 an et demi, hein, à partir de maintenant jusqu'à la mise en œuvre de la réforme de la facture électronique pour tous les tiers au 1er janvier 2027, pardon, au 1er septembre 2027, ce qui vous laisse en fait le temps, vous aussi, de poursuivre votre réflexion sur la façon dont vous allez organiser vos différents co-services. Et comme en parallèle, vous allez être amené à renouveler des commandes, préparer des appels d'offres, c'est vrai que dans la pratique, vous allez nécessairement devoir aussi revisiter vos modèles de consultation en indiquant notamment sur les actes d'engagement les codes services qui auront été retenus par votre PL pour permettre ensuite à votre prestataire d'émettre sa facture au bon endroit. Voilà, c'est des petits sujets. C'est pour ça qu'on vous parle de conduite de changement, c'est qu'il va y avoir des incidences dans certains modèles que vous utilisez dans vos organisations. Donc, on passe maintenant au cas d'usage. Donc, on vous rappelle que les cas d'usage, donc c'est des situations qui ont été identifiées au travers de la norme AFNOR et par l'AIFE, qui sont des situations en fait qui nécessitent des modalités de transmission particulières de factures, voire de remontée de cycle de vie. Donc, à date, on est sur une liste qui prévoit 44 cas d'usage. Donc, on avait eu l'occasion de vous dire que cette liste, elle évolue en fait au fil du temps et et qui est complétée petit à petit, hein, puisqu'on avait commencé avec un petit peu moins de cas d'usage. Et là, on attend une nouvelle norme, une nouvelle version, pardon, de la norme qui devrait intégrer un 45e cas d'usage.
Du coup, Muriel vous a rappelé que le dossier de spécification externe, lui aussi, a été mis à jour de Chorus Pro avec une dernière version qui date du 30 avril. On vous rappelait bien qu'il y a effectivement donc, cette norme AFNOR et le dossier de spécification qui vivent, alors qui sont liés, mais qui vivent un peu en parallèle, puisqu'on a pu se rendre compte qu'il y avait effectivement des traitements qui peuvent être divergents entre le secteur public et le secteur privé. Hein. On a notamment lors du dernier webinaire sur tout ce qui est situation de travaux, avec des situations de sous-traitance et co-traitance, voilà, il y a des petites nuances. Et on va le voir, on a une petite nuance aussi sur le traitement du cas d'usage relatif aux notes de frais. On a deux cas spécifiques qui ont été traités donc dans cette norme AFNOR et par la IFE. Donc, ce sont les cas numéros 5 et 6 que l'on va voir. Donc, sur les notes de frais, c'est un cas d'usage particulier avec des questions pratiques, puisque, effectivement, les notes de frais sont payées par vos collaborateurs, mais sont normalement engagées par la société. Et donc, on va voir quelle différence on va faire entre une facture qui est au nom de l'entreprise et un ticket de caisse qui est adressé à votre collaborateur. Donc, le premier cas numéro 5, que l'on va voir tout de suite, donc ce sont des frais qui sont payés par les collaborateurs, mais avec une facture qui est éditée au nom de l'entreprise. Et on va voir que dans ce cas-là, on se retrouve dans une facture électronique obligatoire qui relève du champ du e-invoicing. Et on verra dans un second temps le cas numéro 6, donc qui sont les prépayés par des collaborateurs, donc sans facture au nom de l'entreprise, et on verra que ça relève donc d'un ticket de caisse et d'une transaction en B2C. Donc, sur le cas numéro 5, les factures de frais payées par les collaborateurs avec facture. Donc là, on est sur on a pris l'exemple d'un hôtel. Hein, donc, dans le cadre de son activité professionnelle, votre collaborateur va passer une nuit dans un hôtel. Quand il arrive à l'hôtel, donc il règle sa facture et l'hôtel il va agir, lui, en fait, votre collaborateur, en tant que tiers payeur pour vous, entreprise. Donc, ce qui fait que quand il va payer sa facture, quand il va régler sa prestation à l'hôtel, en fait, votre collaborateur doit fournir à l'hôtel le SIREN de l'entreprise et l'adresse de facturation électronique. Donc là, on vous a donné un exemple. On verra juste après les conseils pratiques à faire pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Donc, il communique le SIREN de votre entreprise et l'adresse de facturation pour que l'hôtel puisse générer une facture au format e-invoicing. Et il y aura également un champ complémentaire qui va être complété dans cette fameuse facture électronique, puisque pour faciliter les rapprochements, on va le voir, entre cette facture et la note de frais pour avoir son remboursement, il y a une section spécifique qui pourra être complétée et qui permettra en fait à l'entreprise, à vous, entreprise en tout cas, d'identifier et de rattacher que cette note de frais va bien avec cette facture-là. En parallèle, et pour encore, on va dire, croiser les données, l'hôtel peut également remettre aux collaborateurs une représentation lisible, hein, donc une facture, on va dire, en PDF, puisque ça accompagne, en fait, notamment dans le format Facturix, ça accompagne la facture dématérialisée. Et cette version lisible de la facture lui permettra, en fait, de justifier sa note de frais. Donc là, on a repris l'infographie de l'ordre. Mais que je passe, c'est ce que je vais vous expliquer. Et dans les conseils pratiques, donc ce qui est proposé, c'est de créer une adresse de facturation électronique dédiée pour les notes de frais. Donc on vous donne l'exemple avec le suffixe après votre sirène de frais collaborateurs, ce qui va permettre en fait de recevoir sur ce canal uniquement tout ce qui relève des notes de frais, mais qui aura bien été adressé au nom de votre entreprise. Et ça permettra également de faciliter le rapprochement de ces factures avec les notes de frais. Donc, on rappelle la condition que la facture contienne une information permettant d'identifier le collaborateur. Donc, cette identification, c'est ce qu'on retrouve dans l'encart rouge tout à droite, qui est donc de mettre en place un système d'identification. Donc, on vous propose par exemple, que ce collaborateur communique son numéro de matricule, puisqu'il est unique, et ça permet également d'être conforme au règlement RGPD. Donc voilà, on préfère effectivement donner le numéro de matricule plutôt que le nom. Et le tout, c'est d'avoir une documentation qui explique les choix que vous avez retenus. Il faudra également former vos collaborateurs pour les sensibiliser à l'importance de demander une facture au nom de l'entreprise. Hein.
et donc que ça ne soit pas une facture à son nom propre, mais bien au nom de l'entreprise. Et pour simplifier les démarches, parce que je vous ai dit qu'il faudra qu'il communique le SIREN et l'adresse de facturation, il y a des dispositifs qui sont déjà mis en place dans d'autres pays européens qui ont déjà recours à la facture électronique. Notamment, il y a des systèmes de cartes de visite numériques, en fait, avec des QR codes qui permettent aux professionnels de scanner ce QR code et de récupérer automatiquement en fait, vos données pour la facturation électronique, ce qui limite en fait le risque d'erreur. Et donc, ça nécessite aussi donc, de revoir vos processus internes sur le processus de notes de frais, et donc de voir comment vous rapprochez les notes de frais des factures électroniques et de revoir le circuit de validation du remboursement. Et enfin, en dernier lieu, d'informer vos fournisseurs récurrents, notamment en leur communiquant d'ores et déjà vos informations de facturation électronique. Et ce qui rejoint en fait quelque part un petit peu aussi la préconisation sur quand vous êtes sur des réservations d'hôtels ou de transport, en fait de passer la réservation directement au niveau de l'entreprise et de ne pas le faire avancer par votre collaborateur pour simplifier au maximum la démarche. Juste en précision dans l'encart bleu, vous avez la distorsion de traitement, puisque là, je vous ai présenté la version AFNOR. La distorsion pour le secteur public sur le traitement, donc il n'y en a pas sur le principe. La seule chose, c'est que dans le fichier pivot qui remontera dans Chorus, l'information sur le matricule, qui est un champ spécifique du collaborateur, elle va être renseignée dans la facture. En revanche, elle ne remontera pas dans le fichier pivot dans Chorus. Donc, ça va nécessiter que vous ouvriez le document en fait, PDF qui est associé pour pouvoir récupérer cette information et savoir en fait qui a réglé cette facture. Quel est le collaborateur qui aura réglé la facture. Alors ensuite, on passe dans le second cas. Donc, dans le premier cas, donc Laura vous a expliqué comment ça fonctionnait en cas de facture directement adressée à l'entreprise. Deuxième cas qui est également très courant, le collaborateur donc part en déplacement. Le restaurateur ou l'hôtelier, par exemple, n'est pas informé qu'il facture une entreprise et va facturer directement le collaborateur. Donc, imaginons, il va au restaurant, il lui remet à la fin du repas, du coup, un ticket de caisse. Dans ce cas-là, le collaborateur va payer en son nom propre et non pas au nom de l'entreprise. Étant donné que le collaborateur agit en tant que particulier non assujetti à la TVA, on ne sera pas du coup dans une transaction B2B. Donc le invoicing ne trouve pas à s'appliquer. On sera par contre dans un schéma donc de B2C avec une obligation de e-reporting de la part du coup du fournisseur, qu'il soit hôtelier ou restaurateur. Et donc le fichier de e-reporting du coup sera transmis du coup par le fournisseur au concentrateur de données l'ex-PPF. Donc, dans ce cas-là, le collaborateur va donner son nom au personnel. Effectivement, le fournisseur n'est pas informé que son client final, en fait, est l'entreprise. Le collaborateur, bien sûr, pourra transmettre une copie de la facture à son employeur et se faire rembourser selon le schéma que vous utilisez habituellement, donc celui des notes de frais. Le seul problème qui est posé, c'est la déductibilité de la TVA par le client final, à savoir l'entreprise, puisque aucune facture n'aura été émise à destination du coup de l'entreprise. Donc du coup, l'entreprise va se retrouver un petit peu coincée pour récupérer la TVA. Donc on va voir juste après qu'il y a un contournement qui est possible pour justement pouvoir récupérer cette TVA déductible. Bon, on vous a remis le schéma, vous l'aurez dans le support, on ne va pas forcément revenir dessus. Donc les bonnes pratiques. Donc pour le vendeur, imaginons un restaurateur, c'est d'émettre un ticket de caisse simple ou émettre une facture à destination du coup au nom du collaborateur. Effectivement, donc je l'ai dit, faire un reporting, e-reporting B2C à l'administration fiscale. Par contre, il n'y aura pas de transmission de facture électronique via la plateforme agréée puisqu'on n'est pas dans le schéma de l'invoicing. Pour le collaborateur, il va récupérer en fait son ticket de caisse ou la facture à son nom et il va la transmettre via sa note de frais mensuelle à son employeur, en respectant bien sûr les règles internes qui ont été définies par son employeur. L'entreprise va recevoir la facture et la traiter via une note de frais classique, la contrôler selon les règles habituelles et faire le remboursement via la fiche de paie du collaborateur. Comment va-t-il faire du coup pour récupérer la TVA? Donc l'entreprise consommateur donc final, pour les besoins de la récupération de la TVA, il pourra contacter le restaurateur de façon à récupérer une facture électronique en B2B sur laquelle il y aura une mention spécifique pour indiquer du coup que la TVA a déjà été collectée, qu'elle a été remontée via l'e-reporting B2C
par le restaurateur, mais qu'elle peut être déductible pour l'acheteur, donc pour l'entreprise consommateur final. Et ça, c'est le cas d'usage numéro 30, donc on retrouve du coup dans la norme AFNOR. Évidemment, la recommandation, et quand c'est possible, c'est de privilégier le cas numéro 5 que Laura vous a présenté avec une facturation directe du fournisseur à l'entreprise finale afin de faciliter la récupération de la TVA, parce qu'on voit bien que dans ce cas numéro 6, pour récupérer la TVA, ça nécessite quand même des démarches complémentaires qui sont probablement assez chronophages. Former également les équipes comptables pour voir comment du coup récupérer cette TVA, anticiper les questions relatives à la TVA, puisque vous allez devoir du coup probablement indiquer du coup de la TVA de façon manuelle dans votre déclaration de TVA, ça ne sera pas automatique, et puis communiquer auprès de vos salariés pour leur expliquer du coup la distinction entre le cas numéro 5 et le cas numéro 6. Peut-être, Muriel, avant la dernière slide, je vois les réactions. Oui, je vous confirme que c'est un peu une usine à gaz. Il n'empêche que c'est un cas d'usage qui n'avait pas été identifié tout de suite, hein, il a émergé. Et sachez, pour couronner le tout, que la plupart des restaurateurs qui travaillent avec donc des caisses qui répondent elles-mêmes à des contraintes et des normes particulières, les restaurateurs, pour l'essentiel, attendent encore de leur côté le mode opératoire de certains éditeurs. Hein. Donc, on marche sur la tête peut-être, nous n'y sommes pour rien. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a essayé d'identifier des modes de faire qui devraient vous permettre de gagner du temps et aussi de centraliser au sein d'un processus qui est un peu différent de ce qui est utilisé jusqu'à présent, les dépenses qui sont réglées par vos salariés dans le cadre de leur déplacement. Mais heureusement, pour tenir compte de ces réalités, il y a quand même une petite nuance qui a été apportée sur laquelle Muriel va venir à l'issue de cette planche. Alors, le petit tableau récapitulatif qui est synthétique et qui est pas mal, qui vous permet de récapituler cas numéro 5 et cas numéro 6. Donc, cas numéro 5, donc, le frais est payé à partir de la carte personnelle du collaborateur. C'est également le cas du cas numéro 6, pardon. Dans le premier cas, on a bien une facture qui est émise. Dans le deuxième cas, on a un ticket de caisse. On est sur une qualification B2B entre le fournisseur et l'entreprise dans le cas numéro 5, alors qu'on est sur du B2C dans le cas numéro 6. Donc, B2B implique de l'invoicing dans le cas numéro 5 et du e-reporting dans le cas numéro 6. L'invoicing transite forcément par une plateforme agréée dans le cas numéro 1 et dans le cas numéro 2. L'e-reporting va également transiter via une plateforme agréée, mais par contre, les factures ne vont pas transiter via la plateforme agréée. Et puis, dans le cas numéro 5, on aura bien une identification du collaborateur dans la facture émise par le restaurateur, par exemple, alors que dans le deuxième cas, on sera sur une note de frais. Donc ça, c'est vraiment le tableau qu'il faut que vous ayez en mémoire pour gérer le cas numéro 5 et sur le cas numéro 6. Et donc, Laura va nous présenter effectivement ses tolérances pour les notes de frais inférieures à 150 €. Et peut-être juste rappeler qu'effectivement, donc c'est bien redéfinir vos process de notes de frais, puisque l'objectif final, c'est quand même de ne pas avoir à comptabiliser 2 fois le frais qui est engagé par le collaborateur. Donc, sur le sujet des tickets et des seuils établis, donc notamment pour les notes de restaurant, donc il y a une tolérance administrative qui est prévue, puisque en dessous de 25 € hors taxe, en fait, votre restaurateur, il n'a pas obligation de vous délivrer une note, sauf si vous en faites une demande express. Donc, auquel cas, lui, en fait, il va gérer ça comme un e-reporting de transaction, puisqu'il n'a personne identifié en face et pas un assujetti à TVA, donc il n'y a pas de e-invoicing. C'est la même finalité qui va s'appliquer sur des factures, sur des notes de moins de 150 €, puisque là aussi, il y a une tolérance qui est admise et qui indique que ce n'est pas nécessaire d'identifier le client assujetti sur ce fameux ticket à moins de 150 €. Et le sujet, donc, sauf toujours si vous faites une demande express d'obtenir une facture et que ça passe par du e-invoicing. Et donc, ça sera aussi du e-reporting de transaction. Et en revanche, si la facture fait 150 € hors taxe et plus, donc là, il n'y a pas de sujet, on est obligatoirement sur du e-invoicing. Alors, vous êtes nombreux à nous poser la question, comment gère-t-on les actes notariés? Donc, on voulait vous faire un point d'information, même si à l'heure actuelle, on n'a pas toutes les réponses en la matière.
On avait déjà commencé à évoquer le fait que la piste qui se dessinait, c'était à la fois donc chez le notaire signature d'un acte authentique et puis en parallèle nécessité donc d'émettre une facture sous format électronique pour compléter l'acte authentique. Donc là, on vous a mis la réponse qui est parue du coup sur le site de l'Ordre des experts comptables. Elle est très récente, elle date de la semaine dernière. A priori, ce qu'on nous dit, c'est que ça sera au vendeur d'émettre une facture électronique en complément de l'acte authentique ou bien au notaire de le faire pour le compte du vendeur. Et à ce moment-là, le notaire interviendrait en tant que tiers mandaté pour la facturation. Donc c'était ce qu'on pressentait. C'est a priori ce qui tend à se confirmer. Dès qu'on aura des informations un petit peu plus précises et un schéma définitif, bien sûr, on communiquera pour vous tenir informé parce qu'on sait que chez vous, ce sont des actes qui sont vraiment courants et qui sont vraiment la base de votre activité, en fait. Hein. On aborde maintenant le dernier chapitre, autres précisions et focus sur les solutions compatibles. Donc, on voulait déjà vous rappeler que les deux circuits de Chorus vont continuer à cohabiter pendant un bon moment. Concernant donc la facturation électronique et la transmission des données de facturation, en termes de réception, on va avoir donc un circuit historique qui va cohabiter avec le nouveau circuit qui sera mis en place au cours de l'été. Donc là, on est dans le cas où un fournisseur privé, du coup, va vous facturer, vous, en tant qu'acheteur public. Le circuit historique, il est absolument nécessaire de le maintenir puisqu'une partie de vos fournisseurs ne devront émettre des factures électroniques à partir du 1er septembre 2027. Donc dans l'intervalle, il va falloir qu'ils continuent à utiliser ce circuit historique de façon à déposer leurs factures et de façon à ce que vous les receviez. Parallèlement, pour tous vos fournisseurs qui seront en émission à partir du 1er septembre 2026, eux n'auront pas le choix que d'utiliser le nouveau circuit. Ils vont émettre leurs factures via leur plateforme agréée d'émission et vous allez les recevoir via votre plateforme agréée de réception, avec Chorus, nouveau format. Concernant le G2G, donc là c'est dans le cas où vous facturez du coup des acheteurs publics, le circuit historique va être maintenu. Pourquoi? Tout simplement parce que vos acheteurs publics ne sont généralement pas assujettis à la TVA, donc pas d'obligation du coup de désigner une plateforme agréée en réception. Donc du coup, on va maintenir ce circuit historique de façon à ce que vous puissiez continuer à leur transmettre les factures que vous émettez à destination de la sphère publique. Dernier cas, si vous facturez maintenant des assujettis à la TVA privée, à ce moment-là, c'est le nouveau circuit qui trouvera à s'appliquer. Hein, donc, c'est-à-dire que vous allez émettre du coup des factures qui vont du coup passer via Chorus, plateforme agréée en émission. Et les acheteurs privés assujettis à la TVA vont recevoir ces factures via leur plateforme agréée privée, donc selon le nouveau format. Le e-reporting, donc, qui va concerner donc, les opérations entre vous, entité publique assujettie à la TVA, et un non assujetti à la TVA, qui peut être un particulier, une entité privée ou une entité publique établie à l'étranger. Donc, c'est le Chorus, nouveau canal qui sera utilisé pour remonter ces e-reporting, transactions et paiements auprès de l'administration fiscale. Maintenant, on passe sur les précisions sur les solutions compatibles, puisque effectivement, il nous semblait important de vous rappeler, parce qu'on a évoqué donc dans tout le cadre des acteurs de la réforme de la facture électronique, donc on a eu l'occasion de parler de Chorus Pro et de l'ex-PPF, des plateformes des plateformes agréées. Et un petit peu des solutions compatibles, mais c'était vraiment pour vous présenter, parce qu'il y a peut-être encore un doute qui subsiste, la différence entre une solution compatible et une plateforme agréée, et bien rappeler les rôles de chacun de ces deux acteurs, puisque ce n'est pas la même chose. Donc, à gauche, vous avez ce qu'est la solution compatible. Et qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une solution informatique qui a notamment pour objet de produire des factures ou des données conformes aux obligations de la réforme. Donc, c'est en gros l'outil qui va vous permettre de générer cette fameuse facture électronique. Elle peut aussi proposer d'autres fonctionnalités, hein, notamment vous avez tout ce qui est lié au workflow, ça peut être intégré dans votre logiciel de comptabilité, etc. Par contre, la particularité de cette solution compatible, c'est que si vous n'avez que ça, vous ne pourrez pas en fait transmettre votre facture électronique à votre client. Pour le faire, il faut absolument avoir une plateforme agréée, donc il faut que votre solution compatible facture électronique
soit rattachée à une plateforme agréée. Pour la plateforme agréée, donc on a des plateformes privées. On a rappelé que Chorus était la plateforme agréée du secteur public. Et qu'est-ce que c'est cette plateforme agréée? Donc c'est aussi une solution informatique, mais qui a fait l'objet d'une immatriculation par la Direction générale des finances publiques. Et en fait, la plateforme agréée, c'est elle qui va permettre d'émettre et de recevoir les factures électroniques. Donc c'est elle qui va diriger ou recevoir cette fameuse facture. Donc, soit à destination des tiers, soit en communiquant en fait avec l'administration fiscale pour tout ce qui est lié au e-reporting. Là encore, les plateformes agréées, donc au-delà du canal en fait de transmission, elles peuvent aussi en fait avoir des fonctionnalités complémentaires. Et parmi les fonctionnalités complémentaires, il y en a certaines qui permettent de générer des factures. Oui, en d'autres termes, si c'est le cas, il n'y a pas besoin d'aller chercher une autre solution, c'est-à-dire, et c'est suffisamment complexe, hein, je vois le fil de discussion, pour aller au bout des fonctionnalités de la plateforme agréée dès lors qu'elle va couvrir tous vos besoins. Donc là, vous avez en schéma justement comment ça s'articule dans le cadre de la réforme de la facture électronique. Donc, dans le cas situé en haut, on est donc sur une adjonction d'une PA et d'une solution compatible, puisque vous voyez, donc c'est la solution compatible qui va générer votre facture dans l'un des trois formats, qui va ensuite être connectée à une PA d'émission qui permettra de transférer cette facture à la PA de réception de votre client. Et dans le second cas, si vous avez uniquement une PA en émission, donc sans solution compatible, ça veut dire que cette PA, elle permet de générer directement la facture. Et donc, on évite de passer par un tiers complémentaire. Comment savoir ce qu'il faut choisir? Donc, il n'y a pas de réponse tranchée, hein, puisque bien sûr, tout dépend en fait de votre activité et de vos façons de fonctionner. Puisque donc les plateformes agréées, on a dit, c'est des solutions donc plutôt orientées comptabilité générale avec alors qui peuvent avoir ou non un module de facturation électronique. Donc bien souvent, quand il y a ce module pour permettre de générer des factures, c'est plutôt des modules, on va dire simples, quand il n'y a pas trop de complexité ou de cas d'usage spécifiques dans votre façon d'émettre de générer des factures. Là où généralement on va se retrouver avec des solutions compatibles quand il y a plutôt des logiciels métiers très spécifiques, mais qui sont accordés du coup à une plateforme agréée. Donc en fait, le vrai sujet pour se poser la question, est-ce qu'il faut que j'ai une solution compatible ou une plateforme agréée, c'est en gros, c'est comment je structure ma facture et comment je vais les mettre. Et est-ce que l'outil dont je dispose aujourd'hui, puisque donc aujourd'hui, soit vous faites des factures sur Excel ou Word, soit vous avez déjà des premiers outils qui permettent de faire des factures. Si vous avez des outils qui permettent de faire des factures, est-ce que cet outil permet d'avoir un paramétrage qui correspond à votre activité avec un workflow ou une liste d'articles qui est très longue ou très complexe? Et est-ce que votre outil a déjà prévu d'intégrer les nouvelles mentions notamment et de pouvoir être généré au format FactureX, CBI ou du 2L? Sur les questions qu'on a pu rencontrer, que vous avez pu nous poser, est-ce que les solutions compatibles sont-elles exclusivement réservées aux entités publiques? Puisque on a parlé donc Chorus Pro qui était plateforme agréée obligatoire pour le secteur public, et on parlait du coup par exemple sur Progisem ou sur Homer, qui sont en fait des solutions compatibles qui vont être raccordées via des connecteurs à la PA Chorus Pro. Mais la réponse est non, puisque vous pouvez aussi avoir des solutions compatibles sur le secteur privé, hein, puisque donc là on a repris l'exemple de Shine, donc qui jusqu'à la fusion très récente avec Cegid, donc Shine était la solution compatible et Cegid était la plateforme agréée. On a aussi le cas, vous nous avez remonté le cas avec des éditeurs de type Leni qui sont rattachés à Serentia par exemple. Donc ça, sur le sujet, donc une solution compatible n'est pas réservée uniquement aux entités de statut public, hein. Vous pouvez avoir donc l'adjonction d'une solution compatible avec une PA, y compris sur le secteur privé. Et la seconde question, est-ce que si vous avez un logiciel de facturation tout seul, est-ce que vous serez conforme aux obligations de la RFE? Donc je l'ai rappelé très rapidement juste avant. Donc non, une solution compatible seule ne pourra pas vous permettre d'être conforme totalement à la réforme, puisqu'il faudra avoir une plateforme agréée qui transmette les factures que vous allez générer.
comment identifier ce qui relève des plateformes agréées de ce qui relève des solutions compatibles. Donc, sur les plateformes agréées, donc, je rappelle qu'ils sont immatriculés par des impôts, par la DGFiP, vous avez en fait une liste qui est régulièrement mise à jour sur le site des impôts et qui se télécharge notamment via au format Excel. Cette liste, elle évolue régulièrement avec des ajouts de nouvelles plateformes, des suppressions, mais aussi des fusions, des regroupements. Puisque vous voyez, on vous a repris une planche qu'on a récupérée et au 28 avril, on avait 146 plateformes agréées. J'ai repris l'export il y a quelques jours. La dernière version de la liste, elle date du 12 juin et on est sur 137 plateformes agréées qui ont été immatriculées. Donc ça, c'est pour les plateformes agréées. Et pour les solutions compatibles, donc a priori, il n'y a pas de liste officielle et centralisée par l'État comme pour les plateformes qui existent. On a quand même réinterrogé l'AIFE pour savoir comment est-ce qu'on pourrait avoir une information qui soit un petit peu plus exhaustive sur quel éditeur s'est proclamé comme solution compatible. Et vous avez tout de même, normalement, vos éditeurs, soit quand vous avez interrogé, soit ils ont déjà fait des communications pour vous dire normalement qu'ils interviennent en tant que solution compatible. Et ils peuvent avoir sur leur site ou leur communication ce fameux logo qui permet de les identifier. Si jamais vous faites le choix d'une solution compatible, on a souhaité vous rappeler 4 critères qui permettent en fait de déterminer et de choisir en tout cas une solution compatible qui nous paraisse cohérente. Le premier critère, et on va revenir un petit peu après sur ce sujet-là, c'est la compatibilité avec vos outils existants, puisque plus vous aurez un outil qui sera intégré et compatible, plus on facilitera l'automatisation des données. Puisque, effectivement, si ce n'est pas intégré, les risques, ça va être de la double saisie, des erreurs dans la double saisie, un ralentissement dans l'envoi des factures, qui va ensuite générer des retards de paiement et voire des problèmes dans la construction du e-reporting qui devra être remonté à l'administration fiscale. Donc, dès que cela est possible, optez, autant que faire se peut, sur des solutions qui soient intégrées à vos outils. Ça, c'est une des bonnes pratiques et recommandations. Dans les critères à apprécier, c'est aussi la limite qui est liée au volume qui peut être inadapté, puisque dans le grand panel des solutions compatibles, vous avez dû voir des offres qui partent un petit peu dans tous les sens, de l'offre gratuite jusqu'à l'offre payante en fonction notamment du volume. Donc, si certaines solutions, donc ça dépend de votre volume d'émission des factures électroniques et de votre activité, mais si vous avez peu de factures, effectivement, il faut peut-être se poser la question sur une solution entrée de gamme voire gratuite. En revanche, il faut aussi regarder la limite de ces outils gratuits, puisque vous serez peut-être bloqué si jamais vous dépassez le seuil qui est fixé pour le nombre de gratuités. Généralement, vous n'avez pas dans ces offres-là tout ce qui est workflow de validation. Donc, en fonction de comment est défini votre aussi souvent des restrictions sur le nombre d'articles que vous allez pouvoir intégrer dans votre facture, voire sur le nombre de champs que vous allez pouvoir personnaliser. Donc, si vous avez des faibles volumes, effectivement, vous pouvez choisir des solutions qui sont plutôt entrée de gamme, mais quand même vérifier que ces solutions vous permettent d'être évolutives pour s'adapter à votre situation. Mais ce que ça dit là, quand même, Laura, ça veut dire quand même que dans un premier temps, devant l'urgence de la situation, rien n'empêche d'utiliser une solution d'entrée de gamme. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas avec des logiciels métiers spécifiques, qu'on puisse activer l'APA des outils du cabinet pour ceux qui nous confient, par exemple, l'externalisation de leur flux, dans la mesure où, voilà, ça laisse le temps aussi de mieux mesurer ces enjeux et de pouvoir, dans un second temps, identifier une solution qui serait davantage pertinente par rapport au choix de votre organisation et la façon dont vous allez poursuivre le développement de vos activités. Sachant, et comme ça on en parle une bonne fois pour toutes, que les sujets de tarification ne sont pas tout à fait les mêmes. Ces fameuses plateformes gratuites, vous imaginez bien qu'elles ne sont pas gratuites pour de vrai. L'entrée de gamme, bas de gamme même, est tout à fait gratuit. Et c'est très bien pour répondre à l'urgence, mais dès lors qu'on va rajouter des modules, et on l'expérimente aujourd'hui avec certains éditeurs qui ont pignon sur rue, on rajoute des modules qui sont facturés en plus. Donc, au final, ce n'est pas tout à fait gratuit.
C'est pour ça qu'on a eu du mal à vous communiquer, pour certains d'entre vous qui ont eu des échanges personnalisés sur l'évolution de leur système, on a eu du mal à vous communiquer des grilles de tarification parce que celles-ci, elles évoluent aussi. Voilà. Donc, c'est un petit point d'alerte, mais l'avantage, c'est que, voilà, on y reviendra tout à l'heure, c'est qu'on ne s'enferme pas. Mais voilà, il faut vraiment avoir cette vision aussi. Donc, dans les autres critères à apprécier, donc il y a tout ce qui est ergonomie et expérience utilisateur, puisque effectivement, si vous avez un logiciel qui est plus intuitif ou mal paramétré, ça peut rapidement être complexe et générer donc des factures incomplètes, des destinataires qui sont mal renseignés, des omissions de mentions obligatoires. Tout ça, ça va entraîner en fait un risque fiscal et des corrections à répétition. Et donc là où on était censé donc gagner du temps avec la facture électronique, on va se retrouver à avoir une surcharge de travail pour vos équipes. Donc, effectivement, ce qu'on préconise, c'est d'opter pour des solutions avec une interface qui soit claire et facile à prendre en main, et aussi d'avoir une hotline, un service client qui soit accessible en cas de difficulté. Et un des derniers critères sur lesquels on souhaitait attirer votre attention, c'est tout ce qui est lié à l'archivage légal et à la traçabilité, puisque on a eu l'occasion de le rappeler, mais la facture électronique n'exonère pas de l'obligation d'archivage et de la piste d'audit fiable. Donc, si vous n'avez pas la garantie par votre éditeur d'avoir une traçabilité complète, vous pouvez avoir des sanctions en cas de contrôle par l'administration, puisque tout cela reste obligatoire. Et donc, on l'a abordé très rapidement juste avant. Quelle articulation en fait d'une solution compatible dans votre système d'information? L'objectif, et qui était de base l'objectif de la réforme, c'est quand même d'avoir une intégration avec vos outils et une interopérabilité qui est poussée au maximum, puisque l'objectif, c'est d'avoir donc idéalement une API mise à disposition par votre éditeur pour assurer tout ce qui est échange de données et éviter tout ce qu'on a vu juste avant sur la double saisie et tous les risques d'erreur que cela engendre. Donc, l'objectif principal, c'est bien sûr d'avoir une synchronisation parfaite de vos factures dans votre logiciel de comptabilité ou dans vos solutions métiers, puis en cascade dans la comptabilité, et de permettre de pouvoir avoir toutes ces données en temps réel et sans avoir d'intervention trop manuelle. On vous a repris du coup à droite tout ce qui est le degré en fait d'interopérabilité et d'automatisation, puisque vous voyez, donc si on se retrouve tout à droite, on est totalement intégré, on a ce logiciel de facturation qui est intégré à l'APA. Donc là, on est sur le niveau d'automatisation maximal, donc tout est fait dans le même outil. C'est complètement transparent pour vous, donc puisqu'on aura une intégration qui est native entre l'APA et l'outil. Donc ça, c'est vraiment le cas de vous n'avez qu'une PA. Quand vous allez vous retrouver dans le cas d'une solution compatible et d'une PA derrière, donc vous serez certainement entre le cas tout à gauche et le cas du milieu. Donc, dans le meilleur des cas, vous avez une API qui est développée entre la solution compatible et la plateforme agréée. Donc, on est quand même sur un niveau d'automatisation qui est élevé, puisque la solution compatible va tirer les flux de l'APA via cette API qui est définie par les normes AppNord. Donc, on a bien un connecteur qui existe entre la solution compatible et la plateforme agréée. Donc, par exemple, si je prends le cas de Progisem et de Correspond, on va être dans ce cas-là. Et le cas qui est le moins intégré avec une automatisation qui est faible à moyenne, c'est le cas où on n'a pas de connecteur entre les deux outils, ce qui fait qu'on va devoir se connecter par accès direct pour récupérer l'information et qu'on pourra générer des exports. Et donc là, on n'a pas de connecteur natif qui existe entre les deux outils. Et donc, si on n'a pas de connecteur, effectivement, on rend un peu l'automatisation complète de la chaîne, qui est l'objectif de notre réforme. Donc, vous l'aurez compris, le temps passe et effectivement, les certitudes, certaines ont été partagées avec vous. Il reste encore quelques questions sur lesquelles nous travaillons bien évidemment. Mais effectivement, que vous soyez secteur public, unité légale ou pas encore immatriculé dans l'annuaire, parce que j'ai bien vu le fil de discussion avec des niveaux de questions qui vraiment sont un peu différents. Ce qui est certain, c'est qu'il faut commencer à s'y préparer plus que jamais, puisque à partir du 1er septembre 2026, à minima, vous devez avoir une adresse de réception dans l'annuaire et on reviendra sur les annexes pour repréciser les adresses et l'annuaire, puisque certains d'entre vous n'êtes pas complètement au fait du sujet.
Une partie d'entre vous aurait également à être en capacité, à cette même date, vous l'aurez compris, d'émettre vos factures au bon format. Hein. Et jusqu'à ces derniers temps, hein, on vous a, depuis l'an dernier, hein, on vous a communiqué sur le bon process à mettre en place pour être prêt pour cette échéance. Bon, c'est vrai que l'ambition, c'était effectivement de vous amener à cartographier vos flux, vos outils, réfléchir au processus. Vous voyez, vous avez été nombreux à réagir aux notes de frais. Qui pourraient, dont, voilà, on a plusieurs situations. Il y en a certaines qu'on a recommandées dans cet objectif de simplification, mais aussi dans un processus de pilotage et de contrôle interne des dépenses qui sont réglées par vos salariés. C'est le moment de vous poser des questions. Certes, vous n'aurez pas toutes les réponses pour le 1er septembre, mais qu'importe. Identifions à vos côtés les bonnes plateformes pour vous permettre de recevoir et émettre. Certains d'entre vous êtes déjà prêts en réception puisque vous êtes immatriculés et utilisez Chorus Pro depuis de nombreuses années maintenant. Poursuivez votre réflexion dans le cadre des différents items qu'on a eu l'occasion d'évoquer avec vous, sachant que, je le disais tout à l'heure en préfiguration, c'est que le choix sera transitoire. Nous-mêmes, on va vous adresser à partir de la semaine prochaine pour les dossiers, pour ceux d'entre vous qui nous confient l'externalisation de votre compta, des courriers pour lesquels on va vous proposer de prendre en charge, pour ceux qui n'êtes pas sous les solutions Progissam Nuevo ou d'autres solutions, enfin c'est surtout Progissam Nuevo en externalisation, cela dit, de façon transitoire jusqu'à minima à la fin d'année pour vous permettre et nous permettre à vos côtés, si vous le souhaitez, de bien formaliser tous ces processus nécessaires. Puisque, je l'ai déjà dit la dernière fois, nous avons bien la confirmation de l'ensemble des instances qui supervisent ce grand projet, ce grand chantier. Il sera tout à fait possible de changer de plateforme agréée. Donc, si à l'issue de ce webinaire, vous êtes angoissé et donc être tenté par souscrire à une solution qui vous serait présentée par tel ou tel partenaire, faites juste attention à ne pas vous engager sur des durées trop longues qui vous contraindraient demain à faire évoluer votre organisation. C'est vraiment pour nous, de notre point de vue, une réforme effectivement obligatoire, vous l'avez redit plusieurs fois, on l'a subi, c'est pas simple, etc. Mais c'est autant d'opportunités sur lesquelles vous devez pouvoir vous appuyer pour repenser votre organisation et éviter des usines à gaz, puisque, a priori, et demain, et je vous invite aussi à impliquer vos DG signataires des règlements, il n'y aura plus d'enjeu à rematérialiser les factures, fini les parapheurs papier. Voilà, c'est tout ceci qu'il va falloir effectivement mettre en place de façon progressive maintenant, dans le cadre de cette réforme qui va de toute façon nous tenir en haleine jusqu'à fin 2027. Et je le souhaite pour nous tous et imaginez pour les collaborateurs du Sébafor Expertise aussi, qu'on savourera ces éléments de simplification d'ici la fin d'année prochaine. Voilà. Donc, c'était ce message, hein, parce qu'effectivement, là, le calendrier se resserre, mais de se dire il ne sera jamais trop tard pour changer de solution et identifier des solutions qui seront particulièrement adaptées à vos besoins. Donc, on a plusieurs questions. Alors, des questions qui sont vraiment plutôt le b.a.-ba de la réforme. Sur l'annuaire, comment ça passe, c'est quoi l'annuaire, etc. On a pris soin de remettre en annexe dans ce support deux planches qui avaient déjà fait l'objet d'une présentation pour vous permettre d'aller vous connecter sur le portail Chorus Pro pour voir si votre entreprise est référencée, si vous avez bien une adresse et votre statut dans l'annuaire. Là aussi, je vous invite, si vous n'avez pas ces informations, vous vous rapprochez de vos référents au sein de nos équipes pour conforter cette démarche. Voilà, je crois qu'il y en a une autre. Pour le changement de Chorus Pro, donc là aussi, pas mal de communications ont été faites par les éditeurs partenaires, surtout, dont certains d'entre eux, et on l'a dit lors d'une planche précédente, peuvent vous accompagner dans le changement de statut. Au cas par cas, et si vous en avez besoin, revenir vers nous. Sur la question
alors, des notes de frais, qui a été la grande littérature. Comme ça permet à Laura et Muriel de prendre connaissance de l'ensemble des éléments, des questions. Moi, je vous recommande de cesser ces modes hybrides où certains payent et certains vont effectivement intégrer ça. Donc, K5, qui est ce qu'on recommande au nom de l'entreprise. Il va y avoir un peu de délai pour mettre en place ces nouveautés, mais ça simplifiera la chaîne de tout le monde, y compris le relevé des frais généraux en fin d'année, où il faut courir après les justificatifs pour savoir qui a payé quoi. Donc, effectivement, c'est une recommandation. Après, il y a la vraie vie de l'entreprise et à la question du nom du collaborateur par rapport à ce que Laura indiquait. Donc, je repasse le support. Vas-y, Laura. Et vous l'aurez, bien sûr, on va essayer de l'enrichir. Voilà, Laura a précisé et vous a fait part de conseils pratiques sur lesquels on s'est penché pour faire référence à des codes liés à des numéros de matricule des collaborateurs. Donc, il y a une question là. Normalement, chaque logiciel de paye doit vous permettre d'avoir un matricule. Et c'est ce matricule dont on se dit qu'il est préférable de l'utiliser. D'abord, c'est plus confidentiel aussi comme données. Vis-à-vis de la RGPD, vous ne serez pas embêté. Et c'est sans doute ce qu'il faut vérifier dans votre logiciel. Et ça, je ne sais plus qui a posé la question, j'ai vu ça. Normalement, voilà, vous avez la possibilité d'avoir des matricules. De toute façon, avec la distinction public-privé, il y aura quand même des manipulations à faire. Par ailleurs, on a une question sur sur la facturation, mais peut-être sur le multi-PA. Si nous avons plusieurs logiciels de facturation avec chacun sa PA dédiée, y a-t-il un risque à prendre une PA qui n'est pas celle du logiciel de facturation? Je crois que ça rejoint un petit peu le sujet évoqué avant concernant le fait que certains de vos éditeurs ne sont absolument certains de vos partenaires informatiques avec lesquels vous gérez toutes les missions des factures liées à vos activités. On rencontre ça plutôt dans l'événementiel ou dans certaines activités qui ne sont pas nécessairement l'aménagement. Vous indiquez que certains d'entre eux n'ont pas prévu d'avoir un connecteur directement, un connecteur qui soit directement interfaçable avec Chorus Pro. Si j'ai bien lu les questions, je ne sais pas si tu les avais lues, Laura. Donc, on a beaucoup de sujets, de situations dans ce cas-là. Nous, ce qu'on considère, et on a reposé la question à l'IFE de façon extrêmement précise, c'est cette capacité que vous aurez à pouvoir créer 3 adresses distinctes dans l'annuaire qui vont vous permettre, derrière chaque adresse, d'identifier la plateforme agréée qui correspond à l'activité pour lesquelles vous avez, on va dire, un ERP distinct du reste des ERP. Je comprends que c'est un peu ça les questions. Nous, c'est comme ça qu'on a réfléchi déjà depuis quelques mois et pour lesquels on a reposé des questions à l'administration pour être sûr que c'est un bon mode de faire, sachant qu'à la fin, il y a quand même un critère coût qu'il va falloir prendre en considération dans les propositions financières que vont vous adresser vos partenaires. On a le sujet apporté. Sur ce sujet-là, on peut aussi avoir le cas, effectivement, vous êtes sous statut public, donc c'est forcément Chorus Pro en émission. Vous avez un logiciel de facturation, parfois, et c'était le retour d'expérience de Déborah, qui ne dialogue pas avec Chorus Pro. Donc, dans ce cas-là, c'est intéressant, ces retours d'expérience. Donc, Déborah nous dit qu'elle est également équipée de la suite ProJSM. Et donc, il est prévu, du coup, que son logiciel de facturation qui n'est pas dans la suite ProJSM soit déversé, du coup, dans Go. Et via le module CFC, ça permettra du coup de faire le lien avec Chorus. Donc parfois, il va falloir que vous mettiez en place des solutions hybrides qui font dialoguer plusieurs logiciels de façon à pouvoir respecter en fait, à pouvoir respecter ce flux de facturation et surtout pouvoir émettre à partir de Chorus Pro parce que parfois vous n'aurez pas le choix.
On a Sandrine aussi qui nous pose la question de la tolérance des notes de frais inférieures à 150 euros. Donc, on parle bien uniquement des notes de restaurant. On vient de revérifier, c'est uniquement les notes de restaurant et pas les autres factures. Alors, il ne s'agit pas de changer de métier. Je vois les mots de la fin. Il y avait un peu d'espoir sur certains chats en disant on va y arriver. Oui, moi, je suis convaincue qu'on va y arriver. Et je ne pense pas, Aurélie, que la réforme soit repoussée d'1 an. Tout au plus, et ça, on a des certitudes qu'une tolérance va être accordée à l'ensemble d'entre vous, hein, jusqu'à minima la fin d'année là pour 2026 et pour l'émission sans doute au 31 décembre 2027 puisque vous l'avez entendu tout à l'heure, tous les spécifiques et même le e-reporting pour l'instant n'est pas complètement prêt puisqu'il n'est pas encore testé, d'accord? Mais on sera bien dans 26-27. Il ne faut pas se mentir, il y a trop eu d'abord de décalage et ça a été reconfirmé là-dessus. Sur un malentendu, même pas Aurélie. Et nous ne sommes pas au gouvernement et nous n'écrivons pas la loi. Et moi, je pense qu'on a passé suffisamment de temps, nous aussi, pour se dire, bon, allez, c'est bon, on va y aller. Comptez sur nous et remontez-nous hein, vraiment tous ces sujets de cas d'usage et de situations de contournement. Et oui, de façon individuelle, n'hésitez pas à revenir vers votre équipe en nous mettant en copie pour voir comment on peut, puisqu'on concentre quand même un peu tout ce qui se passe au sein des clients du cabinet, pour essayer d'identifier auprès de qui vous pourriez vous adresser pour pour savoir comment chacun a traité différentes situations. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, pour des accompagnements très spécialisés. Et comme je le disais tout à l'heure, on a des courriers qui vont partir pour ceux d'entre vous dont on tient la compta sur Cégide pour expliquer comment pas à pas on va pouvoir faire. Sur les tiers, vous l'avez compris aussi, on attend des réponses des éditeurs, les principaux avec lesquels vous travaillez pour savoir s'il faut dupliquer les tiers, en fait, voire les démultiplier à l'envi pour que vous ayez des bases saines. Reviendra. Alors, moi, ce que j'ai proposé dans le chat, hein, c'est que vous avez beaucoup de questions avec des niveaux très différents. On va essayer de faire comme on avait fait l'an dernier dans les premiers webinaires. Je parle sous le contrôle de Muriel et Laura qui vont faire les gros yeux. Mais on va regrouper les questions par grande famille de questions. Et à l'appui du support qui vous sera adressé sans doute la semaine prochaine, reprendre une petite foire aux questions du jour en vous donnant des premières orientations et premiers éléments de réponse. J'espère que ça conviendra à tous parce que là, il y a beaucoup de sujets qui sont différents. Et moi, je suis convaincue que effectivement, c'est un changement hein, dans la façon de traiter les flux, dans la façon d'opérer les contrôles, mais je suis convaincue que certaines tâches qui étaient chronophages parce que réalisées en doublon, en triplon au sein de vos équipes, vont vous permettre de gagner du temps pour faire des contrôles et sans doute produire des analyses de gestion pour lesquelles vous aviez moins le temps de le faire. Non, on ne va pas chercher en direct. Hein. Juste sur le lien de l'annuaire de la facture électronique, si vous allez dans Google et que vous tapez annuaire de la facture électronique, vous pouvez cliquer sur le premier lien qui sort et qui est un lien de service public. Voilà. Ben, montre-le si tu veux, mais de toute façon, on l'a mis dans l'annexe, hein, les liens, parce que certains d'entre vous. Voilà. L'idée, c'était vraiment pas de vous paniquer hein, aujourd'hui. J'espère que ce n'est pas le cas, vu la teneur du chat, mais vous dire qu'effectivement, à chaque situation, sa solution et sans doute des solutions transitoires qui sont nécessaires dès lors que vous aurez le sentiment de maîtriser l'ensemble des tenants et des aboutissants, sachant que là, je pense que la plupart d'entre vous êtes plutôt des financiers, des équipes support, hein, financiers, comptabilité, etc. Et qu'il ne faut pas hésiter aussi à associer à ces réflexions le côté exploitation, pour lesquels il peut aussi y avoir des impacts dans les différents changements qui pourraient être envisagés. Et on vous fera profiter des éléments de bench qui fonctionnent déjà
sachant que pour l'instant, l'émission fonctionne, mais vous l'aurez compris, l'émission a été en test auprès de 1000 entreprises volontaires depuis fin février, je crois. Mais ce qui n'est pas encore en test, on l'a redit, c'est tout ce qui relève du e-reporting, de transactions comme de paiement. Donc pour l'instant, la prise de recul est encore un peu prémature. Voilà. N'hésitez pas, on va peut-être laisser, alors je ne sais pas si Jessica nous autorise à laisser le chat en réception de questions pendant quelques minutes encore pour recueillir les éléments qui seront restitués dans la foire aux questions. Et merci pour votre participation. Merci pour toutes ces questions. Je pense, alors ça, on va voir. Je pense qu'on vous fera une com de toute façon, vous l'aurez compris, de façon personnalisée au travers, par l'intermédiaire, soit de vos responsables de mission référents, soit de l'associé qui est référent. N'hésitez pas, voilà, s'il y a des situations un peu spécifiques, de nous envoyer des mails personnalisés. Vous avez nos adresses mail et vous les aurez à nouveau dans le support. Et puis, j'espère qu'on ne vous a pas coupé l'appétit. Et on vous dit à très bientôt. Idem pour les modèles de courrier, oui, oui. Tout ce qui est dit dans le support est en train d'être déployé.